Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vérifie évidemment sous l'œil du gouvernement de la République française que les distanciations sociales sont bien marquées. Vous avez tous votre masque. Vous n'éternuez pas, vous ne vous embrassez que sur le coude ou le genou, faites comme vous voulez. Ce débat porte sur les certifications des solutions pour une transition écologique et sociale, point d'interrogation. Vous doutez bien que la réponse est un peu dans la question. Ce débat est certifié par moi-même, Frédéric Denry, journaliste ex-France Inter, France 5, entre autres. Et vous verrez à la fin, selon vos indicateurs que vous avez en tête, si je mérite d'être certifié, d'avoir certifié ce débat. C'est toute la question de la certification. On certifie quoi? À partir de quoi? Qui certifie? Quelle est la légitimité de cette certification? Les certifications pullulent, sont innombrables. C'est déjà compliqué d'acheter un paquet de biscuits en magasin dès lors qu'il faut comprendre de quoi il est composé. Et en plus, aujourd'hui, il faut faire attention aux diverses certifications possibles et imaginables. Avec nous pour en discuter, trois des plus célèbres, des plus connues, certifications dites entre guillemets privées. Il y a les certifications reconnues par l'État, et puis il y a les autres. Aurélien Sautière, FSC, France Forest Stewardship Council. Autrement dit, on parle de forêt, on en parle... Non, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Jean-Charles Bandecouteau, MSC, Marine Stewardship Council, et Blaise Desbordes, Max, non Stewardship, non Council, Avelard. Monsieur Sautière, Aurélien Sautière, je ne vais pas vous mentir, et en plus c'est vrai, samedi je suis allé à Leroy Merlin, on ne peut pas faire un pas sans voir le logo FSC. J'ai déballé un bureau Maison du Monde pour mon fils, j'ai retourné le bureau et c'était encore une fois FSC. Vous êtes partout. Au départ, on ne vous connaissait pas. Vous êtes en 92. Qu'est-ce qui a fait ce succès? Qu'est-ce qui fait qu'un grand groupe comme Leroy Merlin, et pas que, aujourd'hui, est quasiment entièrement estampillé FSC? Bonjour, oui. Alors effectivement, c'est vrai qu'on nous retrouve beaucoup. J'ai pas envie de dire partout, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de marge de progression. Alors il y en a une énorme. Ah, beaucoup, hein. Oui, heureusement. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. Effectivement, vous avez parlé de Leroy Merlin et Maison du Monde. On le retrouvait, ce label, beaucoup dans le monde du papier, du carton, les emballages. Et on a encore la preuve cette année avec une explosion du nombre d'entreprises qui ont la certification FSC pour que des distributeurs, des marques et distributeurs puissent les utiliser, et donc le consommateur final. Et puis on le voit effectivement de plus en plus dans ce qu'on appelle le bois d'œuvre. Donc vous parliez de Leroy Merlin, je ne sais pas ce que c'était comme produit, mais on retrouve donc beaucoup de bois d'œuvre, hein, des tables ou des objets, des produits pour la construction, qui de plus en plus obtiennent la certification FSC. Donc effectivement, il y a beaucoup de labels FSC sur le marché, donc c'est un certain succès. Vous disiez 92, c'est 94. 92 ans après la conférence de Rio. Exactement, 2 ans après la conférence de Rio, sur un modèle de gouvernance qui regroupe des organisations non gouvernementales, WWF ou Greenpeace, qui ont été à la création de FSC, des entreprises et des représentants de ce qu'on appelle, nous, la chambre sociale, donc des populations autochtones ou des travailleurs qui ont créé le label FSC et qui contrôlent finalement ce label FSC. Je crois qu'on en reparlera avec Blaise, mais c'est cette question de label privé que vous indiquiez, qui est privé de droit, mais d'intérêt général finalement aussi, ou d'intérêt collectif peut-être. En tout cas, on l'a compris, ce n'est pas qu'un label environnemental, c'est un label aussi social. Exactement. Ça veut dire que vous faites attention concrètement à ce que dans une forêt équatoriale, en Afrique ou ailleurs en Indonésie, les ouvriers sont quoi? Sont bien payés, on ne fait pas travailler les enfants. Quels sont les critères par exemple? Alors on a les bases de l'Organisation internationale du travail, donc on respecte les préceptes de l'Organisation internationale du travail, c'est vérifié par les organismes certificateurs qui vont sur le terrain, et on va bien au-delà de ça. On pense par exemple aux populations autochtones. Les populations autochtones, certaines considèrent que certaines parties de la forêt, certains arbres sont sacrés. Et donc on va discuter avec ces habitants pour savoir justement où se situent ces parties de la forêt qui sont intouchables en fait. Et ça fonctionne que par le dialogue. On ne peut pas le faire sans dialogue. Donc il faut trouver des techniques de dialogue, ce qui n'est pas toujours évident. En France, on y arrive, c'est-à-dire dans un pays où tout le monde est alphabétisé, on y arrive. En Afrique, c'est évidemment plus compliqué. Donc il y a toutes sortes de techniques pour faire en sorte qu'on puisse avoir ces discussions avec les populations et donc identifier dans la forêt les différentes choses à faire et à ne pas faire. Et puis après, on parlait du droit des travailleurs aussi. Évidemment, l'OIT, la construction
d'écoles, de dispensaires, etc., dans les zones certifiées FSC, pour effectivement prendre en compte cet aspect social qu'on oublie souvent quand on parle de forêt, qui est pourtant fondamental. Et on viendra tout à l'heure sur un exemple de négociation via un jeu. J'y tiens, mais c'est pas le débat tout de suite. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que Leroy Merlin, Ikea, Maison du Monde, c'est eux qui viennent vous voir ou c'est vous qui, après des années à être allé les emmerder, les avez convaincus? Alors, malheureusement, on est une trop petite équipe pour aller chercher. Donc, c'est plutôt les entreprises qui viennent nous voir. Pour vous dire franchement, c'était beaucoup de demandes. Moi, je suis arrivé en 2014 déjà, et les demandes explosent, littéralement. Déjà avant le Covid, pendant le Covid, ça a continué, et après le Covid, c'est reparti encore plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Ils ont réfléchi, ils ont regardé leur bureau et ils se sont dit, tiens, il n'y a pas d'effet. Je pense qu'on change peut-être de paradigme. L'avenir me dira si j'ai tort ou raison. Mais cette question de la consommation responsable, qui était considérée peut-être que sous l'angle de la communication, est de plus en plus considérée maintenant comme une logique de sourcing. Ça veut dire qu'on met des choses au sérieux, avec des directeurs qualité, des directeurs achats qui se coordonnent pour qu'on ait un sourcing responsable et que ça ne soit pas juste un logo parce qu'on trouve que ça fait bien en termes de communication. Donc on est en train de passer ça actuellement. Nous, on le voit dans notre travail et des demandes des entreprises, notamment des distributeurs qui ont fait des annonces. Alors il y en a qui ont été pionniers. Je pense par exemple à Ikea qui en 2014 annonce que 100% de leurs produits vont être certifiés FSC ou recyclés d'ici à 2020. Et ça, et c'est un appel que je peux faire aux entreprises qu'on peut avoir ici, c'est en demandant des produits, vous les aurez. Et donc, du coup, en demandant les produits, vous allez créer cet effet boule de neige sur le marché. Vos fournisseurs vont avoir la certification FSC et donc les forêts vont avoir la certification FSC. C'est le principe d'un label, ça fonctionne sur la demande. Donc, si on ne demande pas, on ne l'a pas. Ça veut dire qu'il faut plus cibler le distributeur, le professionnel, que le client Ça dépend des pays. Nous, on est dans un pays où on a... alors, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de belles forêts. Nous, on est assez en retard FSC France sur la certification des forêts en France, malheureusement. On est un pays comparé à l'Italie ou l'Allemagne où il y a de l'industrie, mais ce n'est pas le pays le plus industriel. Par contre, on est un pays où il y a des grands groupes de distribution ou des grands groupes qui peuvent utiliser les produits. Je pense à la cosmétique, le luxe. Ces entreprises-là, c'est quand même des entreprises qui, au niveau mondial, font le marché, donc à partir de la France. Donc moi, en tant que directeur FSC France, évidemment, il faut que je puisse discuter avec ces entreprises. Si elles sont intéressées par la certification FSC, il faut qu'on leur explique les contraintes que ça peut avoir, la certification. Il y a des choses à mettre en place. Encore une fois, ce n'est pas que de la com. On ne met pas un petit tampon pour avoir son logo. On a des choses à mettre en place. Et donc, c'est toute cette discussion d'explication de ce que ça veut dire, la certification FSC, en termes de contraintes, mais aussi de bénéfices pour eux. Bénéfices d'image, évidemment, et puis des bénéfices dans certains pays, je pense à l'Europe du Nord, l'Angleterre, de plus en plus, un label en tout cas comme le nôtre, et je pense que beaucoup de labels sont dans cette situation-là, dans ces pays-là, c'est la porte pour le marché. Et j'ai un peu tendance à penser que ces pays sont un peu en avance malheureusement sur des pays comme les nôtres, et que donc ce qui se passe en Europe du Nord va arriver chez nous, et on le voit en tout cas dans les chiffres actuellement. Alors, on verra ce que donnera la crise dans tout ça. Mais clairement, ça devient, on pourrait en parler peut-être tout à l'heure, mais pour ce qui est FSC, on rentre de plus en plus dans une logique de normes. C'est-à-dire que ça devient normal d'avoir la certification et le label FSC. Donc déjà, il faut arriver à cette norme et après, il faut aller au-delà de la norme. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc une certification, dès lors qu'elle est fortement employée, devient une norme de soi, en soi. Oui, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle. Dernière question. Parler de bénéfices, ça rapporte des sous de vendre du FSC? Ou ça reste un marché de niche? À l'entreprise, alors c'est plus un marché de niche, vous le disiez, vous le retrouvez partout. Sur certains marchés, ça peut être de la niche. Par exemple, le caoutchouc, on peut certifier par exemple du caoutchouc FSC. Ça, c'est encore un marché de niche qu'on espère pouvoir développer. Ça va dépendre encore une fois de la demande. D'ailleurs, sur certains marchés, il faut que des entreprises soient un peu courageuses et aient des ambitions. Nous, ce qu'on dit aux entreprises, vous me disiez, est-ce qu'on parle avec les entreprises? Oui, on parle avec les entreprises. On essaye de leur dire, ayez des ambitions à 4-5 ans. Définissez une stratégie à 4-5 ans d'approvisionnement en produits certifiés FSC. Et pendant ces 4-5 ans, le marché, vos fournisseurs, en fait, et donc les forestiers, vont pouvoir se mettre dans l'ordre pour avoir le temps. Du coup, vous restez dans cette relation de confiance, mais en étant un petit peu ferme quand même sur les demandes que vous faites. Parce que, en tant que distributeur, vous êtes au contact du consommateur, mais aussi des journalistes, aussi des ONG. Et donc, on ne peut plus faire comme avant, de prendre quelques produits et puis dire qu'on est suffisamment écolo, quoi. Encore une fois, on le voit là, on est en train de passer sur du sérieux en termes d'approvisionnement de la part des distributeurs.
Donc, autrement dit, quand vous délivrez le label, c'est pas de vitam aeternam, vous pouvez le retirer. Alors, on retire le label, effectivement. On a des systèmes de contrôle qui sont faits par des tierces parties extérieures. Hein. C'est évidemment pas FSC qui les font, ces contrôles. Ça va être des organisations comme Bureau Veritas, FCBA en France, SGS, j'en loupe certains, et excusez-moi s'ils sont dans la salle. Et donc, c'est ces organismes-là qui vont faire les contrôles sur la base du cahier des charges défini par FSC au niveau mondial. S'il y a des non-conformités, alors on appelle des non-conformités mineures, des non-conformités majeures, s'il y a des non-conformités et que ces non-conformités ne sont pas réglées pour ce qui concerne les majeures, par exemple, au bout de 3 mois, on perd sa certification et on en a très régulièrement des entreprises qui ont perdu leur certification. Et on va même au-delà à FSC, on a ce qu'on appelle la politique d'association. Quand on a une forêt certifiée, on peut être un forestier et avoir plusieurs forêts, des forêts certifiées FSC, des forêts non certifiées FSC. Dans les forêts non certifiées FSC, par définition, il n'y a pas de contrôle d'un organisme certificateur, mais on doit être en accord avec ce qu'on appelle la politique d'association. Et ça, on est sous le regard en fait, de la société. C'est-à-dire qu'une ONG peut dénoncer une action qui a été faite dans une autre forêt qui n'a donc pas la certification FSC. Une enquête est mise en place. Et si ça a contrevenu à des choses qu'on considère comme inacceptables, destruction des hautes valeurs de conservation pour la biodiversité, on a fait des OGM, on a fait ce qu'on appelle la conversion de forêts naturelles en forêts de plantation. Nous, on considère ça pratiquement comme la déforestation. Il y a différents types de forêts. Nous, on refuse ça. À ce moment-là, cette entreprise, qui pourtant sur sa forêt certifiée FSC était modèle, sur son autre forêt où elle n'a pas été modèle et elle s'est fait dénoncer, et après enquête avec ONG, entreprises, syndicats, population autochtone, on fait ces enquêtes-là. Si l'enquête montre qu'effectivement il y a une erreur, on la sort aussi. Donc il y a plusieurs façons de contrôler via la certification, mais aussi via la société civile, d'où l'intérêt de cette création avec toutes les parties prenantes qui font partie de FSC pour avoir aussi une certaine vision de ce qui se passe dans le monde sur les forêts. Ok, merci. Vous avez cité haute valeur de conservation, c'est un concept, le HCV en anglais. Exactement. Inventé par vous, par FSC, Exactement. Qui est quasiment devenu une norme, Alors ça devient de plus terme en plus commun. Ça devient de plus en plus une norme. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, qui est un document fait par l'État français. La notion de haute valeur de conservation a été intégrée dans ce document. Donc peut-être qu'on en parlera tout à l'heure de l'intérêt des labels aussi par rapport à la norme étatique. Je dis tout de suite, on ne va pas faire de teasing. On pense que les deux sont nécessaires et que les labels permettent déjà de faire un pas en avant. On y vient, j'ai compris votre insistance. Ça fait 2 fois, attention, 3e fois, j'en parle plus. Mais si, c'était prévu. Jean-Charles Pancoutot, MSC fonctionne de la même façon. C'est un label écologique, environnemental et aussi social que vous pouvez retirer. Ah oui, complètement. On a des cas de figure où on va soit suspendre, soit retirer la certification. Et ça montre aussi qu'on va avoir une vraie indépendance par rapport à la filière. Nous, on travaille pour transformer la filière, et ça, c'est très important. On reviendra dessus, j'espère. Ouais. Mais on va avoir une relation d'indépendance par rapport aux acteurs du marché. Et on peut très bien se retrouver dans un cas de figure où un organisme de certification, soit sur un audit de surveillance ou soit sur un audit expédié, va décider que telle ou telle pêcherie sur telle ou telle espèce va être suspendue. Et évidemment, là-dessus, c'est une problématique importante pour la filière parce qu'elle n'aura plus d'accès à de l'approvisionnement certifié. Mais c'est la règle du jeu. Si on n'est plus dans un contexte de pêche durable, eh bien, on peut avoir ce cas de figure. Quand vous dites filière, c'est du bateau au poissonnier sur une seule espèce ou c'est une zone géographique? Comment ça se passe? C'est du bateau à l'assiette. Du bateau à l'assiette. Et effectivement, ça m'amène aussi à revenir un peu en amont et dire que le MSC, comme Max Havelaar ou FSC, sont des structures des ONG, qui sont des structures à but non lucratif, et qui ont une mission. Nous, au MSC, c'est la mission de préserver les océans à travers une mission centrale qui est la lutte contre la surpêche. Et évidemment, là-dessus, on va, comme démarche générale, s'attacher à mobiliser la filière dans son ensemble pour que le pêcheur, le distributeur, les marques, les enseignes et les consommateurs adoptent des comportements de production, distribution, consommation durable. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué pour vous une forêt, on voit à peu près ce que c'est, mais un quota de pêche, une population de poissons, il y a des aléas naturels, le monde scientifique, les publications scientifiques évoluent sans cesse, il y a une part d'aléatoire, on l'a vu sur la pêche à l'anchois il y a quelques années, une part d'aléatoire énorme. Comment on délivre une certification malgré cet aléatoire, malgré ces impondérables scientifiques?
C'est vrai qu'on est là dans un contexte d'activité de capture d'animaux, d'animaux vivants et sauvages. Donc là-dessus, on a, et ça fait partie aussi de nos leviers pour mener à bien notre action, c'est la certification des pêcheries, qui doit être la garantie du label. On verra ensuite d'autres moyens d'action. Mais pour revenir là-dessus, il y a 2 éléments qui sont vraiment importants. C'est d'une part s'appuyer sur les connaissances scientifiques disponibles, parce qu'elles existent de manière plus ou moins développée. Et c'est ça aussi un enjeu important, c'est de pouvoir amener une connaissance scientifique dans un milieu qui est relativement peu connu encore, le milieu aquatique. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on va mener à travers notre référentiel de certification. Ça amène dans notre système de notation à une amélioration continue. Et dans ce cadre-là, on peut avoir des pêcheries qui vont, dans leurs exigences d'amélioration, être amenées à améliorer la connaissance scientifique. Je donne un exemple, une pêcherie de crevettes d'eau froide au Groenland qui, à la fin des années 2000, dans une démarche de certification, se rend compte qu'elle ne connaît pas les fonds marins dans lesquels elle évolue. C'est dommage. Et oui, c'est un peu bête. Et elle se rapproche de la Société zoologique de Londres pour cartographier les fonds marins. On découvre qu'il y a des éponges de mer, des plumes de mer, des champs coralliens qu'il faut absolument protéger. Et ça a amené à mettre en place des aires marines protégées. Donc on a été le catalyseur à travers notre cahier des charges et cette évaluation des pêcheries. Donc c'est un bon exemple qui montre que on est dans un environnement qui est vivant et qu'il faut, en fait, la première chose, c'est d'essayer de le connaître le mieux possible. Donc, ça veut dire que vous ne faites pas que certifier, vous accompagnez d'une façon ou d'une autre le monde de la pêche ? C'est ça. De quelle façon ? Les 2 premiers leviers, on en a parlé, le label et ensuite la certification derrière. Et ce 3e levier qui va permettre d'accompagner plus largement la filière, c'est aussi de se dire, on a des pêcheries qui ne sont pas encore au niveau de la durabilité. Et il faut les soutenir. On a différents outils pour ça. Je peux vous donner aussi l'exemple très intéressant d'un projet qui s'appelle Medfish. On se rend compte que la Méditerranée, c'est la zone par excellence de surpêche dans le monde. C'est 80% des populations de poissons en Méditerranée sont surexploitées. Alors même qu'il n'y a pas beaucoup de pêche industrielle. Voilà, et c'est justement à ça s'ajoute deux problématiques. C'est qu'on a peu de connaissances scientifiques justement dans cette zone et l'essentiel des pêcheries qui pêchent dans cette zone sont de petite taille et ont des moyens assez faibles. Donc à partir de là, avec le WWF, le MSC s'est associé pour construire ce projet Medfish qui s'est attaché à évaluer le niveau de durabilité des pêcheries et ensuite de les accompagner pour formaliser et mettre en œuvre des plans d'action. Aujourd'hui, on a 7 pêcheries qui sont arrivées aux étapes finales de Medfish. C'est le merlu, c'est le bar, c'est la dorade royale par exemple, et qui mettent en place des actions concrètes. Donc c'est de très bons résultats et qui vont dans le bon sens. Oui, la Méditerranée, vous en parlez, c'est contre-intuitif. C'est des petits pointus, des petits bateaux, et pourtant c'est là où les quotas, c'est là où les quotas sont dépassés systématiquement par rapport à d'autres zones du globe. On l'explique ça ? Oui, on l'explique parce qu'on va avoir en fait, quelle que soit la taille du bateau, quel que soit l'engin ou la technique de pêche, on peut être dans un contexte de pêche durable ou pas. Si je prends l'exemple du filet. Le filet, c'est un engin de pêche qui est dormant, donc on peut considérer, d'ailleurs on considère de manière générale, c'est un engin de pêche qui ne va pas faire de mal aux écosystèmes et à l'environnement, alors que au contraire, s'il est mal géré, il peut pêcher des espèces non voulues, comme des mammifères, des dauphins, et ça peut être catastrophique. Et au contraire, un chalut de fond, s'il est posé... Alors, chalut de fond, donc c'est un engin traînant qui va toucher le fond marin. Et s'il est dans un contexte d'estuaire, avec des fonds sableux qui sont de toute façon remués par les courants, et qui est sur le même trait de pêche, eh bien, dans ce cadre-là, on est dans un impact environnemental qui est minimal. Donc c'est toujours au cas par cas, c'est toujours le contexte, et c'est en fait au final la gestion qui fait la différence, c'est pas la taille d'un bateau ou un engin de pêche. Mais du coup, est-ce que c'est simplement possible, vu la multitude d'acteurs en Méditerranée, de certifier une pêche en Méditerranée ? Est-ce que MSC n'a pas besoin plutôt d'avoir une filière parfaitement organisée, avec peu de pêcheurs, avec un seul distributeur, de façon à ce qu'il y ait un vrai contrôle et un accompagnement ?
On ne va pas dire qu'il faut un nombre de bateaux, encore une fois, une taille de bateau. On va pouvoir juger si on est dans un contexte de pêche durable ou pas. D'ailleurs, je peux revenir rapidement là-dessus. Qu'est-ce que c'est la pêche durable ? J'allais vous poser la question. Voilà. C'est aussi la base de notre cahier des charges de certification des pêcheries. C'est 3 piliers. C'est d'une part l'état du stock. La pêcherie doit, dans son effort de pêche, l'effort de pêche maximal d'une pêcherie doit rester en cohérence et ne pas mettre ne pas amener à mettre en danger la capacité d'un stock à se reproduire, à rester viable. D'autre part, l'impact doit être minimal sur les écosystèmes. Et enfin, la gestion doit être fiable et en respect avec les lois en vigueur. Donc c'est ces 3 piliers-là qui composent, en fait, qui sont la base des 28 critères de ce cahier des charges et que la pêcherie doit embrasser, c'est-à-dire apporter les preuves scientifiques pour montrer qu'elle répond bien à ces critères. Si c'est le cas, elle est certifiée, sinon elle ne sera pas certifiée. On a également, et ce qui est très intéressant de le noter, un système de notation qui amène à une amélioration continue. C'est-à-dire que ce n'est pas un diplôme qui est posé au mur, ça dure 5 ans, mais pendant ces 5 ans de certification, eh bien, la pêcherie va le plus souvent avoir des conditions d'amélioration à mettre en place, parce que sur certains critères, elle a certaines notes. Et ça a amené depuis le début du MSC, donc on est autour de 90% des pêcheries certifiées ont dû faire au moins une amélioration, à catalyser autour de 1600 améliorations. Et ce n'est pas des petites choses à la marge, c'est aller améliorer l'état de santé d'un stock, c'est aller réduire de manière drastique des captures accessoires accidentelles. Encore une fois, on revient sur les connaissances scientifiques qui sont améliorées. Donc ça, c'est vraiment un niveau d'exigence. Et ça me permet aussi de rebondir rapidement sur les garanties. C'est quoi ? Cette certification, elle vaut uniquement si elle est garantie par rapport à son processus d'évaluation, qui est indépendant. La pêcherie, c'est une démarche volontaire de sa part. Elle va se rapprocher d'un organisme de certification, tu l'as indiqué, ça peut être Bureau Veritas, EcoCert, etc. Cet organisme de certification va constituer une équipe de scientifiques qui va aller faire cette évaluation qui dure autour de 15 mois. C'est un processus assez long. Ce sont toujours les mêmes indicateurs ou d'une pêcherie à l'autre, on n'a pas les mêmes indicateurs, c'est les scientifiques qui en décident? Comment ça se passe? On a des critères, ces 28 critères sont les mêmes. D'accord. Toujours les mêmes, quelle que soit la zone, l'espèce. Et ça permet aussi d'avoir une portée internationale au niveau de notre procédé, notre programme de certification. Et enfin, cette période d'évaluation, elle est participative. Ça, c'est très important. On invite les ONG, les gouvernements, les scientifiques à donner leur avis, leurs commentaires, voire leurs objections. Et les pêcheurs, vous leur demandez leur avis? Ah oui, évidemment. C'est très large. On ne peut pas faire sans eux, mais il y en a qui l'ont fait. Et donc, évidemment, ces commentaires vont participer aussi à enrichir l'évaluation. Et puis, enfin, tout est transparent, évidemment. Ça, quand je parle d'indépendance, de démarche indépendante, transparente et participative, je parle, je pense, aussi pour le FSC Max Havelaar. On est vraiment sur ces garanties-là. On vient vous chercher ou c'est vous qui devez convaincre? Les pêcheries... alors, pour les pêcheries, c'est une démarche volontaire. Donc, elles viennent vous chercher. Qui viennent chercher non pas le MSC, mais ils viennent chercher un organisme de certification indépendant. Ça, s'il faut le noter, c'est qu'on ne va pas faire la certification nous-mêmes. C'est une démarche tierce partie. Notre responsabilité là-dessus, en premier lieu, elle est d'assurer que le cahier des charges soit toujours à un niveau d'exigence le plus élevé possible, c'est-à-dire avoir les meilleures connaissances scientifiques en main. Et on a un quart des collaborateurs du MSC qui sont sur ce sujet de constamment actualiser et améliorer le cahier des charges. D'accord. Blaise Desbordes, Max Havelaar. Max Havelaar, c'est en soi, c'est une marque certes, mais c'est quasiment une norme aujourd'hui. Quand on pense à café équitable, on pense à Max Havelaar. C'est ça qui fait le succès, qui entérine, qui légitimise, et c'est ce vers quoi doivent aller les certifications d'ordre privé. Oui, effectivement, bonjour à tous. Plus vous êtes connu, plus vous allez vers le statut de norme. Et donc ça s'auto-encourage. Et nous, plus le rayon est doté en produits labellisés, plus effectivement les gens s'habituent, etc. Donc oui, la réponse est oui, on tend à être une norme. C'est une norme au sens, donc, effectivement, non public. C'est pas comme le label rouge, où il y a quelques labels en France seulement, 5 ou 6,
qui sont qu'on appelle publics, 8 qui sont possédés par l'État, et il y en a des dizaines qui sont pas publics. C'est vrai qu'on a un niveau de notoriété et de confiance très élevé, dont on est très heureux, mais comme mes collègues, je dirais qu'on ne se satisfait pas du tout de cela, parce qu'en fait, dans les rayons concrètement, on est à 4% du café en France, 1,5% du café dans le monde, et sur la banane, c'est un peu mieux. En France, on est à 13%, et dans le monde, on doit être à 5%, c'est 1 million de tonnes de bananes, donc il y a 550 millions de tonnes produites dans le monde. C'est beaucoup de l'autoproduction, hein. Les Indiens produisent pour eux-mêmes peut-être 100 millions de tonnes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on ne se satisfait pas de ce niveau parce que ce qu'on porte dans notre cahier des charges est presque du sens commun. C'est-à-dire, vous n'avez pas à consommer un produit qui a foulé au pied, je ne sais pas quoi, les droits des autres, quoi, ou le respect élémentaire de l'environnement, etc. Or, ce qu'on note dans la mondialisation économique, c'est que ce qu'on nous vend effectivement comme un progrès continu, c'est qu'elle a aussi beaucoup servi à exporter la maltraitance. C'est-à-dire c'est-à-dire, en France, en 1908 ou en 90-15, je ne sais plus, on interdit, on proclame le repos dominical, on interdit le travail des enfants, etc., etc. On fait des études d'impact environnemental. Et puis, comme on a quand même envie d'avoir des produits à 1 euro, hein, par exemple un t-shirt à 2 euros, ou alors une écharpe à 1,50 € en pure tergale, ça, eh bien, on va exporter ça chez les autres. Et se draper, se voiler la face. Donc nous, on sert un peu à faire ce que les normalisateurs normaux, les législateurs, n'ont pas le courage de faire. C'est-à-dire dire aux citoyens, écoutez, on a à peu près assaini la situation en France, on a créé des choses comme l'inspection du travail, ou alors les normes environnementales, mais on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout et de vous priver, vous, de ces produits pas chers tellement sympathiques qu'on peut faire venir du bout du monde et que d'autres vont faire dans des conditions inacceptables. Donc voilà, on est sur, je pense, un sujet qui, lui, tend à être universel, partagé et compris par tous. C'est pour ça que je l'appelle de bon sens, de sens commun. En revanche, notre occupation du terrain, malheureusement, elle reste encore à quelques pourcents. Finalement, votre but, c'est quoi? C'est de remplacer en partie l'État qui a plus les moyens ou pas la volonté de créer plus de normes et de les faire appliquer? Alors notre but, nous, il nous est fixé par notre ONG, qui est une ONG multipartie prenante mondiale. Donc il est beaucoup de poursuivre les objectifs, l'intérêt des petits producteurs défavorisés. Ils représentent 50% des droits de vote chez Max Havelaar dans le monde. Donc les bénéficiaires sont aux commandes. Et donc eux, ils nous disent, les gars, vendez plus de bananes en France, au Canada et ailleurs, parce que nous, sur le terrain, comme je vous le disais, ça représente encore une part assez faible. Ça, c'est le premier but. Le but, je dirais, le plus direct. Vendre plus de volume dans des bonnes conditions sociales et environnementales. Ensuite, le but politique, je crois que c'est votre question. Effectivement, il serait que soit les pouvoirs publics, comme ils l'ont fait en 1984, en voyant les quelques associations qui étaient en train de créer ce qu'on appelle le bio aujourd'hui, ils ont dit, bon, on rassemble tout, on crée le label AB, et il va être propriété du ministère de l'Agriculture. Donc peut-être que demain, les pouvoirs publics européens vont dire, bon, écoutez, c'est très sympa, Max Havelaar, tout ça, on va faire un label de commerce équitable européen. Mais du coup, il va vous échapper ce label s'il devient une norme. Oui, mais nous, on n'est pas en plaidoyer pro-domo. Enfin, vous voyez, on fera autre chose. On se fera embaucher par la Commission européenne pour déployer ce nouveau label public. Tant mieux. Hein, nous, on est nos métiers restent fondamentalement les mêmes, vous voyez, qu'ils soient sous une ombrelle publique. Ce qui est un peu à déplorer, et je profite de cette tribune, merci de nous l'offrir ici à ProDurable, ce qui est un peu à déplorer, c'est, je dirais, le manque d'intérêt stratégique des pouvoirs publics en général, à part peut-être la Belgique, pour ce qu'apportent les labels. Les labels, ils apportent la face un peu sombre que je vous ai décrite, c'est-à-dire qu'ils sont un peu l'alibi, ou alors on n'arrive pas à mettre dans le droit ce qu'on voudrait, donc on dit il y a les labels. Mais à l'inverse, ça peut permettre aussi de mener des politiques publiques de transition solidaire et écologique et durable, sans avoir à légiférer. Comme on sait que légiférer à 27, c'est un casse-tête infini. Ça dure des décennies, et pendant ce temps, les stocks de poissons, les forêts, et les petits paysans au Ghana, ils sont morts, quoi, c'est fini. Donc, il y a un entre-deux là qui est extrêmement valorisable, à potentiel. Et moi, je cours les différents ministères quand ils ne sont pas en train de changer régulièrement avec les remaniements pour aller leur dire, ayez une stratégie publique des labels au niveau européen, au niveau français. Et vous allez voir, on va vous aider. Petit exemple, 10 secondes. En Belgique, ils l'ont fait. Ils ont dit, écoutez, tous les acteurs du cacao, venez nous voir. Il y en a marre. Le chocolat belge, c'est prestige. On engage le nom de la Belgique. Donc le ministre des Affaires étrangères, il a rassemblé tout ce petit monde là dans une salle comme ça. Donc il y avait les distributeurs, il y avait Carrefour, il y avait les fabricants de chocolat, il y avait les ONG, WWF. Là.
Max Havelaar bien sûr, il a dit débrouillez-vous. Et ils se sont fixés une règle en Belgique, c'est qu'en 2025 et en 2030, en 2 étapes, il n'y aura plus de cacao déforestation, il n'y aura plus de cacao travail des enfants. Donc ça, c'est un but pour tous. On garde la diversité des entrepreneurs, on garde la diversité des ONG, on garde la diversité, mais on se donne une feuille de route commune. Ça s'appelle Beyond Chocolate. Je vous invite les uns et les autres à aller regarder. C'est sur le site des ministères des Affaires étrangères. Et nous, on appelle à ce genre de choses en France. Et on pourrait, avec Aurélien, Jean-Charles, aller voir les pouvoirs publics, Madame Pompili, et lui dire, écoutez, faites une feuille de route pour la forêt, faites une feuille de route pour la pêche, faites une feuille de route Vous dites on pourrait, mais vous l'avez déjà fait. Qu'est-ce qui bloque en France ? Je pense que c'est le manque de modernité dans les stratégies publiques. C'est-à-dire, soit ils écoutent de C'est manière... joliment dit, hein. Ben ouais, mais c'est ça en fait. Moi j'ai travaillé aussi pour des ministères, donc je vois bien que soit il y a d'un côté de la réglementation 100%, c'est ça, c'est du solide, c'est du dur, c'est de l'intérêt collectif, comme dit Aurélien, de l'intérêt général. Sauf qu'une fois qu'elle est publiée, elle est presque déjà en retard souvent, et on a du mal à la faire respecter. Parce qu'on n'a pas assez de moyens financiers pour avoir des vrais inspecteurs dans les usines. On le voit même avec l'inspection du travail en France. Donc imaginez, aller au fin fond. Nous on sait faire. Envoyer des inspecteurs indépendants au fin fond de la Côte d'Ivoire pour essayer de contrôler un cahier des charges. Bon, bah, du coup, ils voient ce côté tout réglementation, ou alors, incarné par un grand ministère que je nommerai pas et qu'on connaît bien, le côté vous inquiétez pas, le marché est là, il va régler tout ça. Les mauvais élèves vont être expulsés, il y aura l'enjeu réputationnel, les grandes marques n'oseront plus, bien sûr, mettre un t-shirt. Et on voit bien, il y a 11 000 containers qui arrivent pour une grande marque de sport que je ne nommerai pas non plus. Tous les ans au Havre, ces 11 000 containers sont entièrement aux normes des droits de l'homme, entièrement au respect du droit des couturières à avoir un salaire décent, etc. Bien sûr que non. Et c'est dans toutes les zones commerciales de France, au quotidien. Donc vous voyez, entre le tout marché qui ne résout pas, on est là à produire durable, on le sait. Et le tout État la qui bonne fonctionne volonté des entreprises n'est pas en cause. Hein. Moi aussi, je travaille dans des entreprises. Tout organisme économique est capable de se donner une feuille de route. Mais il veut juste pas que ses concurrents aient un régime plus favorable et lui prennent des parts de marché quand lui se donne des contraintes environnementales et sociales. D'où l'intérêt des feuilles de route dont je parlais. Quand vous mettez tout le monde en disant il n'y aura plus de chocolat belge, il n'y aura plus de chocolat français, allez, wishful thinking, en 2030 qui génère la déforestation et du travail des enfants, et bien là, tous les chocolatiers français qui sont nombreux, ou tous les torréfacteurs français se diront bon, il y a une feuille de route café, allez, c'est le moment, il y a une feuille de route banane. Question que j'ai envie de poser à tous. Vous parlez tous d'un référentiel. Le travail des enfants, par exemple, effectivement, chez nous, c'est horrible. Mais de quel droit va-t-on l'interdire dans des pays pour lesquels le salaire des enfants est indispensable à la survie des familles ? Bon, dans notre cahier des charges à nous, on est bien sûr assujetti au droit local. On ne peut pas se substituer au droit local ivoirien. Donc, par exemple, Max Havelaar impose qu'ils se regroupent en coopérative, les planteurs. Parce qu'ils sont isolés et que isolés, vous ne négociez pas. Vous faites avoir par l'intermédiaire, par le trader. Donc on leur dit, vous devez, si vous voulez avoir Max Havelaar, vous mettre ensemble. Mais là, c'est la loi ivoirienne sur les coopératives qui existe et dont on peut discuter avec le pouvoir ivoirien. Le représentant de Max Havelaar à Abidjan discute avec les pouvoirs publics ivoiriens en disant la loi sur les coopératives. Et là, du coup, on respecte le droit local, mais on essaie de trouver des entre-deux. Je vous donne un contre-exemple. On ne pourra pas. On vient de lancer, nous, maintenant, une nouvelle réglementation textile qui oblige à ce que dans les usines, il y ait un meilleur salaire, il y ait la liberté d'expression. On ne pourra pas certifier des usines textiles en Chine, parce qu'il n'y a pas de droit syndical et de liberté d'expression suffisante pour correspondre. En revanche, on peut nous certifier du thé vert en Chine, parce qu'au niveau de la production agricole, on considère que notre cahier des charges est à peu près respecté, et il n'y a pas un enjeu de droit d'expression aussi fort que dans une usine où vous avez les syndicats, entre guillemets, etc., etc. Donc voilà, on fait avec ce que les pouvoirs publics veulent bien nous laisser faire. Et je trouve qu'on occupe un terrain plutôt sympathique. Et comme je vous le disais, on aimerait bien que les pouvoirs publics nous encouragent simplement en donnant un cadre à tout ça. Et pourquoi pas une sorte de reconnaissance. Plutôt que de nous nationaliser, s'ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils veulent quand même pouvoir aller avoir les t-shirts à 3 €, eh bien ils pourraient nous reconnaître et dire, ben voilà, il y a une vingtaine de labels, ces 3-là, et peut-être 10 autres, en France qui font du bon boulot pour la transition, ils engagent des entreprises, ils trouvent des cahiers des charges techniques qui sont quand même très pointus. On est, je crois, messieurs, pouvoir le dire, on est des organisations, des ONG extrêmement professionnalisées. On doit comprendre le métier des entreprises, on doit comprendre l'exploitation des forêts, la culture du café, etc., etc. Donc voilà, on peut s'appuyer sur nous pour la transition. Jean-Charles Pantecouteau, ça va être compliqué pour la pêche. Il y a déjà le label pêche durable d'État. Enfin, d'État. Oui, c'est un label d'État. Hein. Oui, tout à fait. Mais pour finir sur ce on cohabite. Oui. Après, pour finir sur ce que tu disais, Blaise, c'est vrai que c'est important de s'attacher aussi à ces dimensions locales. On est une part de la solution,
Mais il faut aussi que dans la filière, au niveau des institutions, que ce soit au niveau international aussi, eh bien, des gouvernements, des institutions prennent aussi leur part de responsabilité. Et c'est aussi une affaire de cas par cas, de contexte local très différent. Et c'est aussi des enjeux pour nous. On reviendra peut-être dessus sur les enjeux. Quand on sait que la pêche, ça représente 200 millions d'emplois, directs et indirects dans le monde, évidemment que la pêche durable, ça participe aussi à la pérennisation de l'activité économique, Bien sociale, et c'est très important. Il y a un enjeu de stabilité, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais toutes les populations qu'indirectement nous aidons à solvabiliser leur activité, à maintenir dans un mode durable l'exploitation, etc., c'est aussi un enjeu de stabilité. C'est aussi un enjeu géopolitique. Une fois, dans une télé, j'avais montré une petite capsule de Nespresso, là, enfin l'équivalent, de café, en disant ça, c'est une arme géopolitique. Mais c'est vrai, on stabilise, il y a 100 millions de personnes qui vivent du café, à peu près 100 millions aussi, je crois, du cacao, dans des zones entières que nos politiques n'arrêtent pas de nous dire qu'elles sont déstabilisées par des guerres civiles, etc. Bien souvent, les chercheurs, tu as raison de le mentionner, nous on travaille beaucoup avec les chercheurs, nous démontrent que c'est des conflits d'usage pour les ressources qui déstabilisent. Ce n'est pas la méchanceté idéologique de telle ou telle population. C'est une population, je ne sais pas quoi, de pâtres qui vient embêter les agriculteurs. Et puis ça devient le Darfour 10 ans plus tard, quoi. Et donc, on a un intérêt, nous aussi, à avoir des bras de levier comme les labels, comme les certifications, pour aller plus loin, amener de la stabilité, de la quiétude. Et ce n'est pas pour rien. Nous, on a été sélectionnés il y a quelques jours pour être lauréat, notre projet textile équitable, du sommet pour la paix du président Macron, qui aura lieu en novembre, à Paris. Et donc, Max Havelaar a aussi été reconnu dans son travail, aussi pour la stabilité et la paix. Parce qu'un label fait que les producteurs sont mieux payés. Les producteurs sont mieux. C'est multicritère. Hein. C'est justement beaucoup plus complexe que ça. Si vous voulez faire du développement durable, ce n'est pas ici que je vais le dire devant une assemblée d'experts, c'est multicritère. Et donc, nous, on a aussi, comme mes collègues, plusieurs piliers. Un pilier environnemental, un pilier de gouvernance, un pilier économique et un pilier social, de respect des droits, convention de l'OIT. Et pour répondre à votre question, effectivement, chez Max Havelaar, on est très connu pour le pilier économique, parce qu'on apporte un gros mot dans le commerce international, c'est le prix garanti. Donc, ne criez pas, ça existe, c'est possible, et on peut faire du commerce, on peut déployer 35 000 produits dans le monde qui sont vendus et appréciés des consommateurs en imposant un prix garanti. Parce qu'un prix garanti, c'est parfois la seule chose qui reste à un petit paysan, d'avoir cet minimum de sécurité que ces quelques hectares, il va pouvoir les vendre. Depuis 2 ans, le café que vous consommez tous les matins, s'il n'est pas Max Havelaar, est acheté 40% en dessous de son prix de revient. Donc pour parler chiffres, le cours de l'arabica, c'est $1 la livre, $1 les 500 grammes sur le cours du marché mondial depuis 2 ans. Le coût de revient, c'est 1,3 ou 1,4. Donc ça ne marche pas. Merci. On détruit les gens qui produisent notre café. Nous, on a fixé un prix minimum à 1,6, donc on est 60% au-dessus du prix mondial, et ça permet à des gens de vivre. Et avec la complicité des consommateurs. Avant de passer la parole à la salle. Pour répondre à cette question, par rapport à l'écolabel pêche durable, effectivement, c'est un label qui a été lancé par le ministère et qui ne répond pas à au niveau d'exigence qu'on va avoir au MSC sur des obligations de résultats, sur la transparence, le côté participatif. On va pas comparer non plus les deux certifications. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ça représente 2 pêcheries de thon rouge. Le thon rouge, c'est, en termes de capture mondiale, c'est 1% du thon capturé dans le monde. Donc ce n'est pas du tout une espèce qu'on va consommer. Ça m'amène à ce point qui est important de noter, la consommation française de poissons, c'est 80% du poisson qu'on mange, il est importé. C'est du cabillaud, c'est du colin d'Alaska, c'est du hoki qu'on retrouve dans les poissons panés. Et effectivement, par rapport à l'avantage, si on parle de solutions pour les entreprises, elles vont pouvoir, avec le programme de certification MSC, avoir accès à de l'approvisionnement durable international. Toutes ces espèces-là sont représentées. Et c'est ces espèces qu'on mange. Donc voilà, c'était... Merci pour la précision. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Oui. Oui, bonjour, je suis Paul-Emmanuel Huet, directeur de PEFC France. Alors, c'est notre label PEFC. Donc, mon propos, c'est pas d'évoquer différents labels, mais juste d'insister sur un chiffre qui n'a pas été évoqué, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 11% des forêts qui sont certifiées PEFC ou FSC dans le monde. Et c'est un vrai challenge. Alors, il faut avoir une approche très humble, vous l'avez tous dit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est que 11%. Et je pense qu'il faut vraiment faire passer ce message-là, parce que c'est vraiment grâce aux entreprises qui vont mettre en place ces labels
PFC, FSC, Max Havelaar et autres, qu'on va pouvoir finalement faire en sorte qu'une vraie transition écologique et sociétale s'amorce. Et il faut aussi que les pouvoirs publics, ça a été dit, puissent vraiment prendre ce sujet à bras le corps, parce que ce n'est qu'en prescrivant des produits certifiés. Alors, on n'aura jamais dans connaissance publique, je crois, effectivement, il faut s'y faire d'un label privé, mais il faut quand même qu'on contribue tous à y pousser. Et je pense que les entreprises dans la salle peuvent vraiment avoir un rôle important à jouer par rapport à ça, pour justement impulser et faire en sorte que les transitions écologiques puissent réellement se faire. Oui, mais c'est quand même paradoxal, je rebondis sur ce que vous dites, que ce soit les entreprises qui doivent faire en premier quand les marchés publics ne font pas. Quand même, on marche un peu sur la tête. Nous, on vient de constater avec effroi que l'alimentation du village olympique à Paris 2024, c'est-à-dire l'équivalent du débit d'un grand supermarché pendant 3 semaines, quoi, ils n'ont même pas été fichus de mettre le critère nourriture équitable. Donc, vous aurez une délégation du Ghana, une délégation du Cameroun, qui vont consommer de la banane dollar, bon, pas d'adjectif, qui vient à low cost, aux pesticides, parce que les pouvoirs publics français, devant les caméras du monde entier, n'auront pas été capables de faire ce que Londres a fait dès 2012, c'est-à-dire 100% équitable. Donc il y a du chemin. Les entreprises ont du mérite quand même, certaines d'entre elles. D'accord, mais on voit sur le bois, les Jeux Olympiques 2024, les constructions en bois seront toutes certifiées. Ah, vous avez réussi ce qu'on a raté. Bravo. Mais c'est loin là-dessus. Annoncé comme certifié. Ce qui veut dire que c'est pas sûr. On espère que c'est sûr. Vos 2 labels sont présents là. PEFC. Effectivement, pour les Jeux Olympiques de Paris, donc il a été annoncé que 100% des produits bois seraient certifiés, donc ça veut dire FSC ou PEFC, oui. Et on discute sur concrètement qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se met en place. La discussion va dans le sens qui me fait penser qu'il va y avoir la discussion. D'accord. Il y avait une question, madame, mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour. Concernant les FSC, justement... Présentez-vous, s'il vous plaît. Stéphane Barthelot. Concernant les FSC, justement, on parle de plus en plus de certification douteuse. Y aurait-il un label à 2 vitesses? J'aimerais connaître votre analyse et votre position par rapport à ce point. Donc sur FSC ou sur les produits bois? FSC, la certification. Votre question, c'est il y a des labels à 2 vitesses dans FSC ou il y a des labels à 2 vitesses dans le bois? Ou en général? Donc dans FSC, non. Vous parlez de label précisément, d'étiquetage? De certification douteuse du label FSC. Alors la certification léger pour certifier, quoi, en gros. D'accord. Notamment en Chine ou dans d'autres pays, effectivement. Pardon? Du faux FSC. Ah, de la fraude. On parle de fraude. La fraude, effectivement. La fraude existe dans le système FSC. Je pense que ça existe malheureusement dans tous les systèmes à partir du moment où il y a de la corruption dans certains pays. C'est peut-être une des limites, et je pense qu'aussi il faut qu'on en parle entre labels. C'est peut-être la force qu'un label n'a pas par rapport à un État, c'est qu'un label est beaucoup moins en capacité de faire des sanctions qu'un État. Un État peut sanctionner. La seule difficulté, c'est ce que l'État a la volonté de le faire. Là, c'est autre chose. En France, et c'est pour ça que vous parlez notamment de la Chine ou d'autres pays, on peut parler de beaucoup d'autres pays que la Chine. Je ne stigmatiserai pas que la Chine, malheureusement, sur la fraude. Donc, pays de l'Est, on peut parler d'Amérique du Sud, on peut parler d'Asie du Sud-Est en général en termes de fraude et de corruption. Sud de l'Europe aussi, on peut avoir ça dans le cadre de ce qu'on appelle le règlement bois de l'Union européenne, qui donc interdit les bois illégaux. Alors c'est super que l'Union européenne interdise enfin les bois illégaux en 2013. Dans ce cadre-là, il y a même en Union européenne des passoires qui permettent à des produits illégaux de passer par d'autres pays qui arrivent chez nous en France. Bon, ça, c'est les réalités malheureusement du marché mondial. La question, c'est de savoir est-ce que le marché mondial est comme ça et qu'est-ce que ça serait sans le label. Donc, s'il n'y a pas ces labels, j'ai la faiblesse de penser qu'on n'aurait rien. On a une législation, comme je le disais, sur le règlement bois de l'Union européenne. Ça, déjà, on voit qu'il y a de la triche. Donc, on a tendance à penser qu'il faut mettre encore un 3e niveau. Pour nous, en tout cas, c'est la certification FSC qui permet de maîtriser et de limiter cette triche. Mais on n'arrivera jamais. Moi, j'ai du mal à utiliser le terme garantir, par exemple. Garantir, je ne suis pas sûr que dans ce monde, on puisse garantir quelque chose, malheureusement, surtout dans le commerce mondial. Donc j'ai tendance à penser qu'il faut aller vers des idéaux qui sont concrets. Je veux dire, nous, on a lutté, par exemple, vous parliez d'Europe de l'Est, on a lutté sur le charbon. On a été alerté par des ONG, donc je pense que c'est la force de notre gouvernance aussi, des ONG, en l'occurrence, c'était WWF Allemagne, qui nous a alertés sur le fait que ça leur semblait très douteux, certains charbons venus, donc j'aime pas citer les pays, mais c'était l'Ukraine en l'occurrence,
Et donc, on a fait une analyse complète du système. On a fait ce qu'on appelle aussi des tests de fibres, donc qui étaient envoyés à Kew Gardens à Londres. On a testé les fibres. Et donc, on a notre système de certification. Il y a eu apparemment des triches. On a donc fait ces tests de fibres et on a fait ce qu'on appelle des tests volume, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui nous ont permis de se rendre compte qu'en effet, en Ukraine, il y avait une fraude massive sur le charbon. De cette fraude massive, on a retiré 24 certificats à des transformateurs ukrainiens qui utilisaient du charbon. Alors fort heureusement, dans les tests de fibres, on n'a pas vu de bois tropical. C'était plus une question d'espèces, d'essence, qui n'était pas celle qui était annoncée. Donc on pouvait craindre notamment des essences venues de Russie, où on aurait pu parler de Russie en termes de corruption, où il y avait possiblement cette difficulté-là. Donc elles ont été sorties du système de certification FSC. Donc oui, il y a de la fraude, oui, il y en a qui trichent, mais j'avais un président qui s'appelait Jean Bakouma, qui est parti maintenant en Afrique, et qui disait quelque chose qui me semble très juste, c'est comme le permis. C'est-à-dire qu'on peut avoir le permis et griller un feu rouge. On peut avoir le permis et griller un feu rouge. Il ne faut peut-être pas le griller 50 fois si on veut continuer à le garder, son permis. Et même une fois, ça suffit pour le perdre. Donc voilà, même le permis, pourtant délivré par l'État, il permet quand même de circuler si on passe un feu rouge. Je répliquerais même, moi, un peu plus fortement. C'est un peu inverser les choses aussi. Pourquoi les États ne se tournent pas vers nous en disant « mais c'est incroyable, vous réussissez à mettre des cahiers des charges de progrès social écologique, vous réussissez à convaincre des entreprises, tout ça sans nous demander un sou. Donc vous faites du progrès sociétal, je vais vous aider. Allez, l'État va vous subventionner, au moins les contrôles, ou vous aider logistiquement ou ouvrir le dialogue avec les pays en question. L'ambassade va se mobiliser en disant « Quoi, mais c'est pas possible, en Ukraine, en Biélorussie ou quoi, il y a eu des problèmes sur les certifications, comment on peut vous aider ?» Ce serait ça la situation normale en fait. Il faut voir qu'on est des organisations qui ont les moyens qu'elles ont et qui font face à soit des États, soit des continents, soit des sous-régions, soit des puissances économiques, quand elles ne veulent vraiment pas faire de la certif, qui sont beaucoup plus fortes que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on essaye là de mettre de la démocratie, du cahier des charges, là où c'est souvent le Far West. Donc n'inversons pas non plus l'ordre des responsabilités. Souvent, nous, on pallie des lacunes des États. Les consommateurs sont contents parce qu'ils savent que dans tel pays, laisse tomber. Il n'y a aucun congé maladie, aucun congé maternité. Et si je veux acheter un truc à peu près propre, j'ai intérêt à avoir un label. Sur le bois, il faut savoir que c'est la troisième source de rentrée d'argent pour la mafia mondiale. Donc dès le départ, on est sur quelque chose de compliqué. Donc la bonne lutte contre la mafia, c'est peut-être donc subventionner quand on est une organisation avec toute sa gouvernance et donc la démocratie, et donc du coup on met de la transparence sur quelque chose qui est sale. Et donc ça se voit. Mais c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'y a pas. On est sur un contexte. J'ai pas les chiffres, mais on est sur la drogue et le trafic d'êtres humains, et après je crois qu'on arrive sur le bois. On a un contexte qui est assez similaire avec très court, sur la pêche illégale, qui, selon les études, peut être jusqu'à... c'est très difficile à estimer, puisque c'est par définition une pêche qui est non déclarée, non réglementée, mais qui peut aller jusqu'à 25% en fait, des captures mondiales. C'est énorme et c'est très difficile à gérer. On a quand même là-dessus des progrès sur certaines espèces à haute valeur, comme le thon rouge par exemple, où il y a eu dans les dernières années des choses qui ont été mises en place par les institutions, les gouvernements, au sein des organisations internationales de gestion de ces pêches, qui va être du tracking par satellitaire, des observateurs à bord, des inspections lors des débarquements au port, etc. Donc oui, ça bouge quand même, mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Y a-t-il d'autres questions? De toute façon, j'ai déjà débordé de 3 minutes, donc je peux encore y aller de quelques minutes. Mesdames, messieurs, oui, je crois juste un petit mot, si vous permettez. Un petit mot. Par rapport au sujet de ce salon, au sujet de la RSE, au sujet de comment les entreprises changent leurs pratiques, nous pensons tous les trois, en tout cas moi je le pense pour Max Havelaar très fortement, on peut être une solution utile pour les entreprises. Pourquoi? Parce que définir soi-même sur une page blanche sa politique RSE, c'est quand même compliqué, même si on connaît bien ses produits, on connaît ses process, etc. Nous, il se trouve que depuis 25 ans, on déploie ce partenariat, ce dialogue avec les entreprises pour offrir des leviers d'objectifs de développement durable. Donc, quelque part, une certif, c'est faire des ODD, pas donner le jargon, l'acronyme, c'est faire des ODD avec des professionnels des ODD. Objectifs de développement durable. Objectifs de développement durable des Nations Unies. Et nous, de plus en plus, avec les directions RSE, on parle que de ça. Ils nous disent comment atteindre l'objectif 1 et 2. Ah bah tiens, je vais travailler avec Max, parce que l'objectif 1 et 2, ils savent bien faire, et l'objectif 12. Peut-être qu'avec l'objectif 14, c'est plus ça, etc. quoi. Donc les labels, c'est aussi ça. C'est des démultiplicateurs d'ODD. Et idée à mettre en place une politique RSE au sein des entreprises. Vous vouliez donner le mot de la fin, Aurélien? Je
Je voulais pas donner le mot de la fin, je pensais à une conclusion, peut-être Jean-Charles, toi, tu avais... Je veux bien rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Blaise, là-dessus, sur le fait qu'on ait une solution clé en main sur des sujets qui sont souvent très complexes. Sur la pêche, c'est simple, on en avait un peu parlé, mais c'est tel engin de pêche en fonction de comment on gère, telle zone, telle espèce. Je prends l'exemple du thon, encore une fois, mais vous prenez juste le thon albacore, il est présent sur plusieurs océans dans le monde. Eh bien, il est en bon état, par exemple, dans l'océan Pacifique et Atlantique, et il est en mauvais état dans l'océan Indien. Et ça, c'est pour chaque espèce, vous allez avoir des problématiques de ce type-là qui vont complexifier complètement. Si vous voulez faire vous-même cette gestion de l'approvisionnement durable, eh ben, c'est quand même du boulot, un défi. Ouais. Allez, le mot de la fin. On est obligé d'arrêter. Non, en fait, j'aurais voulu revenir sur le jeu que FSC a utilisé, le jeu de rôle, mais on n'aura pas le temps. Vous tapez tous, mesdames, messieurs, Mindset, M-I-N-E-S-E-T, Claude Garcia, École Polytechnique de Zurich, CIRAD. C'est un jeu de rôle qui a débloqué une situation plus que conflictuelle au Congo-Brazza sur des forêts certifiées FSC. Moi, j'y ai participé et ça m'a laissé baba. Autrement dit, vous êtes forestier, vous jouez le rôle du gouvernement. Vous êtes du gouvernement, vous jouez le rôle du VVF. Vous êtes du VVF, vous jouez le rôle d'un vilain forestier massacreur de populations rurales. Et on voit ce qui se passe. Et en 3 jours, cette situation qui perdurait depuis 3 ans et qui menaçait de finir très très mal a été débloquée. Allez voir, c'est très troublant. En ce qui me concerne, la force du dialogue, en fait, c'est se mettre à la place de l'autre pour savoir pourquoi lui fait ce qu'on considère depuis l'Occident comme une bêtise, en fait, se mettre au niveau du terrain. Si vous voulez terminer sur une note différente, moi je cause Huile de Palme et RSPO, le label, jeudi à 12h sur France 5. Petit sujet pour les forêts, ça aussi. Un petit sujet sur les forêts. Voilà, mesdames, messieurs, merci, je laisse la place au suivant.